Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, ce nouveau podcast sur la chaîne de Littérodio. Et aujourd'hui, nous allons commencer à lire les stratagèmes. Il y en a 37 en tout, on va faire environ la moitié dans cet épisode. Donc de l'art d'avoir toujours raison, du philosophe allemand Arthur Schopenhauer. En France ou dans le monde francophone, des fois, on appelle cette œuvre la dialectique éristique. Elle est rédigée vers 1830-1831 et publiée un peu plus de 30 ans plus tard, mine de rien. Et pour rappel, c'est des stratagèmes que Schopenhauer propose, non pas pour dénicher la vérité lors d'un débat, mais pour, ainsi dire, le gagner, ou en tout cas avoir l'air de le gagner. Donc c'est parti pour le premier stratagème, ou l'extension. Il s'agit de pousser l'affirmation adverse au-delà de ses frontières naturelles, en l'interprétant de la manière la plus générale possible, en la prenant au sens le plus large possible, en la caricaturant, tout en restreignant le sens de la sienne au maximum, en la délimitant au plus serré. De fait, plus une affirmation est générale, plus elle prêtera le flanc aux étaques. En guise de parade, on pourra définir précisément le champ de discussion, ou punctus, ou l'état de la controverse, ou status controversiae. Vous allez voir qu'en général, les stratagèmes ont également des exemples, que je vais bien évidemment lire. Donc, exemple 1 pour le premier stratagème. Je dis, dans le domaine dramatique, les Anglais se classent au premier rang des nations. L'adversaire tente un contre-exemple. Il est de notoriété publique qu'ils ne valent pas grand-chose en musique, et donc en opéra. Je coupe court, rappelant que le terme dramatique ne recouvre pas le champ musical, mais uniquement la tragédie et la comédie. Ce dont il avait bien évidemment tout à fait conscience, essayant simplement de généraliser mon affirmation de telle sorte qu'elle vienne s'appliquer à tout type de représentation scénique, et donc à l'opéra, et donc à la musique, avant de pouvoir m'infliger le coup de grâce. A l'inverse, on préservera sa position en la réduisant plus que prévu, pour peu que la formulation utilisée le permette. Donc vous le voyez déjà, ces stratagèmes, ils ne servent pas non seulement à gagner des débats, pour ainsi dire, mais à s'en prémunir, c'est-à-dire à pouvoir se défendre face à des sophismes avérés. Exemple 2. A dit « La paix de 1814 a rendu leur indépendance à toutes les villes hanséatiques allemandes. » B. Rétorque. Que Danzig, à cette occasion, a justement perdu l'indépendance que lui avait octroyée Napoléon. À sentir ainsi, j'ai bien dit toutes les villes hanséatiques allemandes. Danzig était polonaise. Aristote fait déjà mention de ce stratagème. Exemple 3. Lamarck, dans sa philosophie zoologique, affirme que les polypes sont dépourvus de sensibilité parce qu'ils n'ont pas de nerfs. Or, on peut admettre avec certitude qu'ils sont doués de perception, car ils se tournent vers la lumière et se servent de leurs tentacules pour se saisir de leur proie. Ce constat a amené l'hypothèse suivante. Leur masse nerveuse est disséminée dans tout leur corps, comme si elle y était dissoute. Il apparaît en effet qu'ils peuvent éprouver des sensations malgré l'absence d'organes sensoriels spécifiques. Lamarck, pour contrer cette hypothèse qui réfuterait la sienne, a recours à la dialectique en disant « Or, avec une pareille supposition, on pourrait dire que l'hydre a, dans tous les points de son corps, tous les organes de l'animal le plus parfait et, par conséquent, que chaque point du corps de ce polype voit, entend, distingue les odeurs, perçoit les saveurs, etc. Mais en outre, qu'il a des idées, qu'il forme des jugements, qu'il pense. En un mot, qu'il raisonne. Chaque molécule du corps de l'hydre ou de tout autre polype serait-elle seule un animal parfait, et l'hydre elle-même serait un animal plus parfait encore que l'homme, puisque chacune de ces molécules équivaudrait, en complément d'organisation et de faculté, à un individu entier de l'espèce humaine. Il n'y a pas de raison pour refuser d'étendre le même raisonnement à la monade, le plus imparfait des animaux connus, et ensuite pour cesser de l'appliquer aux végétaux mêmes, qui jouissent aussi de la vie. Le recours à de tels stratagèmes dialectiques trahit l'auteur dans sa secrète conviction d'avoir tort. La proposition initiale disait « Leur corps entier est sensible à la lumière, remplissant ainsi une fonction similaire à celle d'un nerf. » Sous la plume de Lamarck, elle devient « Leur corps entier est doué de pensée. » Stratagème 2.
Il consiste à tirer parti de la polysémie d'un terme pour étendre une affirmation à une acception dudit terme qui n'a plus grand-chose à voir avec l'objet du débat, pour ensuite la réfuter avec brio, donnant ainsi l'impression qu'on aura réfuté l'affirmation première. Remarque, parce que oui, en plus des exemples, il y a quelques remarques disséminées. Par synonyme, on entend la coexistence de deux mots différents pour un seul et même concept. Par homonymie, la coexistence de deux concepts différents pour un seul et même mot, ainsi que l'établit Aristote. Honnêteté et probité sont synonymes. Grave et vif sont des homonymes, qui prendront un sens différent selon qu'ils qualifient un regard ou un timbre de voix. On peut apparenter ce stratagème à un syllogisme jouant sur l'homonymie, cependant, dans le cadre du syllogisme, il est trop flagrant pour faire illusion. Toute lumière peut être éteinte, l'intelligence est une lumière, donc l'intelligence peut être éteinte. Dans cet exemple, on comprend aussitôt que les quatre noms communs désignent alternativement la lumière, au sens propre et au sens figuré, mais l'illusion fonctionne dans certains arrangements plus subtils où les concepts désignés par une même expression sont eux-mêmes si proches qu'ils se recoupent. Exemple. A. Vous n'êtes pas encore initié au mystère de la philosophie kantienne. B. Ah, les gens qui font des mystères, très peu pour moi. Merci. Exemple 2. J'ai qualifié d'absurde cette loi de l'honneur qui veut qu'on soit déshonoré après avoir subi un affront, à moins d'infliger en retour un affront plus grand encore, ou de laver l'affront subi par le sang, que ce soit celui de l'adversaire ou le nôtre. J'ai argué que l'honneur véritable ne pouvait être blessé par ce que nous subissons, car on n'est à l'abri de rien, mais uniquement par ce que nous faisons. Mon adversaire s'est attaqué à cet argument, me démontrant avec brio que si un commerçant est accusé à tort d'escroquerie, de fraude ou de négligence dans son affaire, c'est un coup porté à son honneur, qui se retrouve alors bel et bien compromis par quelque chose qu'il subit. La seule manière pour lui de rétablir son honneur est alors de se faire justice de son détracteur et de le désavouer. Ainsi, par glissement sémantique, mon adversaire a substitué une notion à une autre, assimilant l'honneur au sens de réputation, compromis par la calomnie, à l'honneur dans l'acception de la littérature chevaleresque, qu'on retrouve également dans l'expression point d'honneur, compromis quant à lui par l'affront. Et parce qu'on ne peut pas laisser impuni un coup porté à cet honneur-là, mais qu'on doit pour y répondre obtenir publiquement réparation, on serait tout aussi fondé, en cas de coup porté à notre réputation, c'est-à-dire à notre honneur au premier sens, à y répondre par un affront plus grand encore et par le duel. On a donc ici affaire à un amalgame entre deux choses fondamentalement différentes, par le jeu de la polysémie du mot honneur. Il en résulte un déplacement de la question. Stratagème 3. Il consiste à prendre une affirmation relative et à la poser comme absolue, ou du moins à la transposer dans un tout autre contexte pour la réfuter. Voici l'exemple donné par Aristote. Un nègre est noir, mais blanc si l'on s'en tient aux dents. Il est donc à la fois noir et non noir. Il s'agit là d'un exemple purement théorique qui ne trompera personne. Prenons à présent un exemple issu de l'expérience. Exemple. Au cours d'une discussion philosophique, j'ai concédé que mon système était bien clément envers les quiétistes et en flattait les mérites. Peu après, nous en sommes venus à parler d'Hegel et j'ai déclaré que la plupart de ses écrits n'avaient guère de sens ou du moins qu'il recélait de nombreux passages où l'auteur s'était contenté d'aligner les mots à charge pour son lecteur d'y mettre le sens. Mon adversaire s'est abstenu de réfuter ceci ad rem, se contentant d'avancer un argument ad hominem. Selon lui, j'aurais bien, quant à moi, flatté les mérites des quiétistes alors qu'eux aussi ont écrit beaucoup de bêtises. Ce que j'ai reconnu, tout en apportant le rectificatif suivant. Je ne flatte pas les mérites de leur œuvre théorique en tant qu'auteur ou que philosophe, mais je flatte les mérites de leur action en tant qu'homme, c'est-à-dire d'un point de vue pratique, tandis que je parle bien, chez Hegel, de théorie. Et le coup était paré. Ces trois premiers stratagèmes sont analogues, ayant ceci de commun que l'adversaire parle d'autre chose que ce dont il est question. Essuyer une telle défaite serait commettre une faute d'ignorance de la réfutation. En effet, dans tous les exemples cités ici, ce que dit l'adversaire est vrai, mais n'entre en contradiction qu'apparente avec la thèse. Pour s'en défaire, il faudra en contester la conclusion et ses implications en montrant que la validité de la proposition adverse ne permet pas d'invalider la nôtre. On procède ainsi à une réfutation directe de sa réfutation
par refus de la conclusion. Il arrive aussi qu'on refuse d'admettre des prémices vraies en prévision de leurs conséquences. À cela, deux remèdes que nous abordons dans l'analyse des stratagèmes 4 et 5. Stratagème 4. Il consiste à ne pas laisser entrevoir la conclusion à laquelle on veut arriver, tout en faisant admettre ces prémices une par une, isolément dans la discussion, afin d'éviter que son adversaire puisse chercher midi à 14 heures. Et si l'adversaire ne semble pas disposé à les admettre, on énonce les prémices de ces prémices par le biais de proto-syllogismes. On fait admettre les prémices de ces proto-syllogismes dans le désordre, en continuant à cacher son jeu, et ce jusqu'à ce que soit admis tout ce qui est nécessaire. On fera donc débuter notre raisonnement bien en amont. Ces règles sont édictées par Aristote dans ses topiques. Nous pourrons nous passer d'exemples. Stratagème 5. Pour prouver la validité de sa thèse, il est aussi possible d'avoir recours à des prémices erronées, et ce quand l'adversaire ne consentirait pas à admettre les vraies, soit parce qu'il ne voit pas ce qu'elles ont de valable, soit parce qu'il voit aussitôt quelle thèse elles induisent. Dans ce cas, il faut prendre des propositions qui sont fausses en soi, mais vraies ad hominem, et argumenter à partir de ce qui aura déjà été concédé par l'adversaire. Autrement dit, en adoptant son mode de pensée. En effet, même les prémices erronées peuvent donner lieu à une conclusion valable, alors que des prémices valables ne donneront jamais lieu à une conclusion erronée. De la même manière, il est possible de réfuter des énoncés adverses erronés par le biais d'autres énoncés erronés, mais valables aux yeux de l'adversaire, car c'est lui et personne d'autre qui nous fait face, et il est nécessaire de s'approprier son raisonnement. Si, par exemple, il est adepte d'une quelconque faction spirituelle, nous pouvons en utiliser les préceptes comme principe de départ, quand bien même nous ne les approuverions pas. Là encore, on pourra se référer à Aristote. Stratagème 6. Il consiste à faire une pétition de principe cachée en postulant ce qu'on serait censé prouver. On pourra substituer un mot à un autre, par exemple honneur à réputation, virginité à vertu, ou bien recourir à des concepts interchangeables, par exemple animaux à sang rouge à la place de vertébrés. On pourra faire admettre ce qui est litigieux à titre particulier sous couvert d'une vérité générale. Par exemple, affirmer l'incertitude de la médecine en postulant l'incertitude de tout savoir humain. 3. Lorsqu'à l'inverse une chose découle de l'autre et que seule l'une des deux reste à prouver, on postulera l'autre. 4. Lorsque c'est le général qui est approuvé, on fera admettre toutes les déclinaisons du particulier. C'est l'inverse du numéro 2. Ces règles nous sont elles aussi détaillées par Aristote. Pour connaître les règles permettant de s'exercer à la dialectique, on pourra se référer au dernier chapitre des topiques d'Aristote. Stratagème 7. Il s'utilise dans un débat au cadre quelque peu strict et formel, et dont le but serait de dégager un consensus. Celui qui a énoncé sa proposition et doit en prouver la validité procédera alors par question avant de conclure à la validité de sa proposition à partir des concessions de son adversaire. Cette méthode, dite érothématique ou socratique, avait cours surtout chez les anciens. C'est d'elle que se réclame le présent stratagème et ceux qui suivent, tous librement inspirés d'Aristote. Il s'agit de poser beaucoup de questions disparates à la suite pour dissimuler ce qu'on veut réellement faire admettre. En revanche, l'argumentation basée sur ce qui aura été admis sera menée rapidement car les esprits lents ne pourront pas suivre correctement et passeront outre les éventuelles erreurs ou failles dans le raisonnement. Stratagème 8. Il consiste à mettre l'adversaire hors de lui. La colère étant mauvaise conseillère, il ne sera plus en état de former un jugement juste et de voir où est son intérêt. Le moyen le plus sûr de le faire sortir de ses gonds est de le provoquer ouvertement, de couper les cheveux en 4, sans jamais reculer devant l'irrévérence. Stratagème 9. Il consiste à ne pas poser ces questions dans l'ordre que l'exigerait la conclusion, qu'il faut en tirer, mais à procéder à diverses permutations. Nul moyen alors pour l'adversaire de savoir où on veut en venir et donc de prendre les dispositions nécessaires. On pourra de surcroît utiliser les réponses données pour en tirer des conclusions différentes, voire opposées, selon la forme sous laquelle elles se présentent.
Ce stratagème est similaire au stratagème 4 qui stipulait de ne rien révéler de sa démarche. Stratagème 10. Si on remarque que notre adversaire fait exprès de dire non, là où on voudrait qu'il dise oui, il suffit de demander le contraire en feignant de chercher son approbation, ou du moins de lui soumettre les deux propositions, afin qu'il ne sache pas laquelle on souhaite voir approuvée. Stratagème 11. Si l'on procède par induction et que notre adversaire admet les cas particuliers qu'elle met en œuvre, on s'abstiendra de lui demander s'il admet aussi la vérité générale qui découle de ces cas particuliers, au lieu de quoi on l'introduira plus tard comme si elle avait déjà été admise et que l'on s'était accordé dessus. En effet, l'adversaire pensera entre-temps à l'avoir effectivement admise et l'auditoire également, parce qu'ils se rappelleront les nombreuses questions portées sur les cas particuliers et se diront qu'elles ont bien dû mener quelque part. Stratagème 12. Il s'applique à un concept général qui n'a pas de dénomination spécifique mais qui doit être désigné par analogie. Il est alors nécessaire de choisir l'analogie de manière qu'elle serve notre affirmation. Ainsi, les noms donnés en Espagne aux partis absolutistes et libéral, respectivement servile et libéral, ont manifestement été choisis par les seconds. Le terme protestant est le fruit d'une autodénomination, tout comme le terme évangéliste, tandis que le terme d'hérétique leur a été attribué par les catholiques. Ceci est également applicable à un niveau moins métaphorique. Par exemple, si mon adversaire propose une modification, on préférera parler d'innovation, car le terme est connoté, et on adoptera la démarche inverse lorsqu'on est l'auteur de la proposition. Dans le premier cas, on se posera en défenseur de l'ordre ancestral. Prenons ce qu'on pourrait nommer en toute impartialité culte ou religion. Un pratiquant militant la nommera foi ou piété, un détracteur bigoterie ou superstition. Ce stratagème n'est rien d'autre au fond qu'une subtile pétition de principe. Ce qu'on aurait à démontrer, on le place dans le mot lui-même, et la conclusion sera inférée par le seul biais d'un jugement analytique. Ce que l'on appelle assurer la sécurité publique deviendra emprisonné dans la bouche de l'autre. Un orateur dévoile souvent son intention par les noms qu'il donne aux choses, tandis que l'on parlera de clergé, l'autre parlera de prêtraille. De tous les stratagèmes, c'est celui qu'on utilise le plus instinctivement. Dévotion égale fanatisme, faux pas ou galanterie égale adultère, sous-entendu égale obscénité, gêner égale ruiner, influence et relation égale corruption et népotisme, témoignage de gratitude égale grâce, rétribution. Il se peut que vous entendiez un petit peu la pluie. Stratagème 13. Pour faire en sorte que l'adversaire admette un énoncé, il faudra en soumettre également le contraire pour lui laisser le choix, en prenant soin de bien prononcer le contraste, de sorte que l'autre soit obligé, pour rester cohérent, d'approuver notre énoncé qui, au regard, paraîtra tout à fait crédible. Par exemple, si nous désirons qu'il admette qu'il faut faire tout ce que dit son père, nous lui demanderons « Doit-on obéir ou désobéir en tout point à ses parents ?» Ou encore « Il est dit à un certain propos souvent » et nous demanderons alors si par souvent il faut entendre peu ou beaucoup. Il répondra beaucoup. Cela consiste en somme à mettre du gris sur du noir pour en faire du blanc ou bien sur du blanc pour en faire du noir. Stratagème 14. Voilà un coup bien éhonté. Si l'adversaire a répondu à plusieurs questions sans donner la réponse que nous attendions pour poursuivre l'argumentation, on pourra malgré tout passer à la conclusion visée, même si ce n'en est pas du tout la suite logique. Ce faisant, on verra à la présenter sous l'apparence de la logique et à la proclamer d'un air de triomphe. Pour peu que l'adversaire soit timide ou stupide, et que l'on ne manque ni d'aplomb ni de coffre, cela fonctionne à merveille. Il consiste à présenter sous l'apparence d'une cause ce qui n'en est pas une, d'où son appellation latine, fallacia non causae ut causae. Stratagème 15. Imaginons que notre thèse soit paradoxale et que nous ayons du mal à la prouver. On soumettra alors à l'approbation adverse une proposition juste, mais bancale, comme si nous voulions faire partir de là notre raisonnement. Si, méfiant, l'adversaire rejette la proposition, on en viendra à bout par l'absurde. S'il l'accepte, c'est qu'il la considère rationnelle et on pourra passer à la suite. Ou bien on recourra au stratagème précédent pour déclarer que notre paradoxe est prouvé.
C'est là un procédé tout à fait scandaleux, mais bien réel. Et il y a des gens qui procèdent ainsi d'instinct. Stratagème 16. Il s'agit de l'argument ad hominem ou ex concessis. Est-ce que quelque chose dans ce que vient d'affirmer notre adversaire entre en contradiction, ne serait-ce qu'apparente, avec quelque chose qu'il aurait dit ou admis précédemment, ou avec les préceptes d'une faction intellectuelle ou spirituelle qu'il aurait vanté ou approuvé, ou avec les agissements de ses partisans, voire de personnalités qu'on pourra faire passer pour telles, ou avec sa propre ligne de conduite. Par exemple, s'il défend le droit au suicide, on lui lancera aussitôt « Pourquoi ne vas-tu pas te pendre alors ?» Ou bien s'il se plaint des désagréments de Berlin, on lui dira « Pourquoi ne pas prendre la première diligence ?» On trouvera toujours de quoi pinailler. Stratagème 17. Si un contre-argument adverse nous pousse dans nos retranchements, il est souvent possible de s'en sortir par un subtil distinguo auquel on n'aurait pas pensé précédemment, pour peu que la chose se prête au double sens ou admène deux cas de figure. Stratagème 18. Si l'on constate que l'adversaire s'est lancé dans un raisonnement qui nous mènerait à la défaite, il ne faut pas le laisser arriver là où il souhaite, mais l'interrompre ou dévier le cours du débat avant qu'il soit trop tard, pour le mener à d'autres conclusions. Autrement dit, procéder à une mutatio controversiae. On pourra également se référer au stratagème 29. Et on va s'arrêter ici pour cet épisode. On reprendra à partir du stratagème 19 dès la semaine prochaine. Il se peut que vous tombiez sur cet épisode bien longtemps après sa sortie actuelle. Donc n'hésitez pas à suivre tout simplement la suite de ces stratagèmes de Schopenhauer. Merci à toutes et à tous et à bientôt. Et surtout n'oubliez pas, lisez, lisez, lisez.